Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h48, les grands débats ce matin. Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy, vos appels et au 0826 300 300 si vous voulez bien entendu débattre sur les questions du jour peut-être, oui, Patrick. Allez, bien sûr. Qu'est-ce qui on va fait la commencer, différence, on va justement commencer par vous au 0826 300 300. Parlons avec vrai. Christian de Béziers. De Béziers. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Bonjour à tous les deux, avec un beau soleil du côté de Béziers, donc profitez-en. Demain il va pleuvoir. Ah bon, c'est vrai Ah bon Il va pleuvoir demain. Mais c'est bien qu'il pleuve aussi un petit peu, non? Mais non, mais on a besoin d'eau. On va faire un sujet demain ou après-demain parce qu'on a besoin d'eau. Les nappes phréatiques par endroits sont vraiment très basses. Il n'a pas beaucoup plu. Et donc, non, mais c'est une véritable préoccupation avant l'été. Bon, on va pas faire la météo quand même, ou la météo politique plutôt, hein, sur ce second tour de la présidentielle. Mon cher Christian. Bon, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, je vais faire partie du camp des indécis ou du camp des abstentionnistes. Et pourquoi? Tout simplement parce que la première question qu'il faut se poser pour chacun des candidats est la suivante. Concernant Emmanuel Macron, j'ai l'impression qu'il a collationné un petit peu l'ensemble des propos de ses concurrents et qu'à 3 jours ou à 4 jours des élections, il nous fait des propositions. Alors ces propositions, je ne les juge pas, attention, pour être très clair. Mais ce que je me pose comme question, c'est notre candidat, il avait quand même 5 ans pour mettre en place un certain nombre de politiques en vue d'améliorer la vie de ses citoyens, et il se réveille 4 jours avant les élections. C'est ce que disait Olivier Dussopt. Olivier Dussopt disait qu'il avait pris les meilleures idées des candidats et il l'assume, visiblement. Tout à fait. Et en ce qui concerne... Oui, mais enfin, attendez. Moi, j'ai eu pas mal de monde dans mon entreprise. Des gens qui s'amusent à tourner en rond au dernier moment ou des gens qui s'amusent à papillonner, je les garde pas dans mon équipe. Là, c'est clair et net. À un moment, il faut savoir un peu ce qu'on veut. Et puis surtout, il faut être capable de confirmer, d'être convaincu, de convaincre les autres et de le mettre en place après. Tout de faire des promesses, il faut les appliquer derrière. En ce qui concerne Marine Le Pen, effectivement, vous avez un de vos interlocuteurs qui l'a dit tout à l'heure. Alors, elle a comme atout qu'elle n'a jamais gouverné. Donc, on ne sait pas effectivement ce qui va se passer. Par contre, atout ou faiblesse, parce que inquiétant. Prenez-le plutôt comme atout, puisque aujourd'hui on a l'exemple de Macron au départ, qui avait comme atout qu'il n'avait jamais gouverné, et il a doublé les partis traditionnels. Par contre, la faiblesse qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'elle manque complètement de rigueur quant à l'explication de la manière dont elle va programmer ses finances et de la manière dont elle va effectivement mettre en place un certain nombre d'objectifs qui sont très bien, mais avec quels moyens et qui va supporter ces dépenses et comment on va effectivement arriver à équilibrer nos budgets. Et aujourd'hui, si vous voulez, ces deux réflexions-là m'amènent à dire en synthèse, il y en a un, c'est une girouette, je voterai sûrement pas pour lui, et l'autre, je suis assez inquiet sur la manière dont elle va mener la barque. Donc aujourd'hui, je suis désolé, mais je voterai pour le troisième parti, qui sont le Parti blanc ou les abstentionnistes. D'accord. Bon, très bien. Merci en tout cas. Merci de votre argumentation très posée, Christian. Dans une période où c'est plutôt un peu agité, Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy, un mot de commentaire ce que disait en fait Christian. On commence par Elisabeth. Elisabeth. Non, là, si vous voulez, on a affaire. C'est ce que je disais. On peut combattre d'ailleurs chacun des deux candidats avec des arguments légitimes et des méthodes légitimes. Donc là, c'est une argumentation tout à fait audible, c'est intéressant, ça apporte quelque chose au débat. En revanche, c'est pas ce à quoi on assiste maintenant. Je vous ai cité quelques éléments. Vous avez aussi cité, je me rappelle pas son prénom, Boudjalat. Oui, Boudjalat. Mourad Boudjalat. Vous l'avez cité, Olivier Dussopt. C'est-à-dire, là, on a affaire à de la démonologie. On est dans la religion. Alice Coffin qui nous explique que les militants de féminisme vont mourir si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Bon, à vrai dire, je pense qu'à un moment, il vaut mieux en rire. Mais je crois que moi, ce qui me pose un problème, si vous voulez, c'est que derrière Marine Le Pen, il y a des électeurs et que ces électeurs expriment depuis des années des inquiétudes. Ils portent depuis des années un parti qu'on peut dire populiste. Moi, je n'appelle pas ça l'extrême droite. Ils donnent leur voix à un parti, disons, populiste, pour aller vite. Et
personne, si vous voulez, ils crient dans le désert. Donc les leçons de maintien, si vous voulez, de la France raisonnable, qui pense bien, qui va à l'université, etc., à la France qui roule en diesel, ça commence à bien faire. Et le Pen bashing est-il justifié, Lydia Guérousse? Je pense que c'est pas la meilleure solution pour convaincre les électeurs qui seront séduits par Marine Le Pen de ne pas voter pour elle. Moi, j'aime pas trop les méthodes de bashing. Je pense qu'il faut aller sur le fond, sur le programme, réussir à démontrer en quoi il sera pas constructif pour la France. Mais la morale ou la stigmatisation, c'est pas la meilleure des méthodes. Et c'est vrai qu'on a vu se multiplier les tribunes d'artistes, de sportifs, et je trouve que ça a un côté un peu dépassé. Dépassé, que ça ne fonctionne pas. Il y a des éléments programmatiques. Ça peut même réveiller un petit peu. Oui, ça peut agacer, réveiller un certain sursaut en disant stop. Oui, elle on a saura s'en servir. De leçons, quoi, en quelque sorte. Et je pense qu'elle essaye déjà de s'en servir en disant c'est le candidat du système contre nous. Donc moi, je crains que ce soit contre-productif dans une certaine mesure. Voilà, il y a tellement d'éléments de programme sur lesquels ils peuvent appuyer. Bien sûr. Et on parle à la raison. C'est plus intéressant et je pense que c'est plus stratégique de le faire comme ça. Ajouter juste un mot, par exemple, je suis tout à fait d'accord avec Lydia. Par exemple, je pense que sa proposition d'un rapprochement entre la Russie et l'OTAN, si vous voulez, elle a soi-disant d'avance, soi-disant de retard, si vous voulez. Mais dans ce qui se passe actuellement, ce serait pas, mais si elle était au pouvoir, ce serait quand même pas de bonne politique, me semble-t-il, de proposer à la Russie un rapprochement. D'abord, la Russie n'en voudrait pas. Aujourd'hui, je parle aujourd'hui, évidemment. Elle n'a pas dit avec Poutine, mais si vous voulez, c'est une question de timing. Et ça, par exemple, bien sûr, il y a des gens qui l'ont dit, mais en réalité, on passe beaucoup plus de temps, Lydia a raison, à dire qu'elle mange des enfants au petit déjeuner, si vous voulez, qu'à décrypter, démonter ses propositions, ou voilà. Mais je me demande, si vous voulez, si dans le fond n'a pas disparu de cette campagne. D'ailleurs, Christian le soulève quand il dit que tout ce qui est financement de la campagne des propositions de Marine Le Pen, on se demande comment elle va faire, parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme d'argent magique et que les propositions, c'est pas Emmanuel Macron aussi. Cela dit, c'est ce qui relève. Non mais l'argent magique, quand tout à l'heure Olivier Dussopt, je lui posais la question, il y a le quoi qu'il en coûte quand même. Alors il y avait une crise. Qu'est-ce qu'on fait sans le quoi qu'il en coûte? C'est gentil, parce que sinon les restaurants, la non-réponse d'Olivier Dussopt était géniale. Les magasins, enfin c'est le quoi qu'il en coûte. Je pense qu'il a été unanimement salué. Non, mais à partir du moment où on a fait ce choix de tout fermer, il y a des endroits où on n'a pas tout fermé, où on a fait fonctionner encore les choses, où on n'a pas fermé de la même manière. Je pense en fait à l'Espagne, je pense en fait à la Suède, je pense en fait au Danemark, je pense même à l'Allemagne à un moment donné, où mais c'était un choix. Mais après, financièrement, il faut être capable de l'assumer. Et donc, on a un endettement qui est quand même conséquent. C'était intéressant l'interview d'Olivier Dussopt, parce que ce qui était intéressant, c'est que vous aviez vos questions, cher Patrick, excellentes, et il n'avait pas ses réponses. C'est-à-dire qu'il n'a, sur cette question-là de l'endettement, ça a été une magnifique non-réponse, je dois dire. Allez, dans un instant, on va poursuivre avec Emmanuel Macron qui a fait de la peinture ce week-end. Peinture verte. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc c'était à Marseille. Il s'est verdi. Et c'est Éric Revel qui tient le pinceau. Il va nous dire comment il va faire, quoi. Dans un instant, et vous pourrez commenter si le tableau est beau ou pas. Vous nous appelez 0826 300 300 dans un instant. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et dans un instant, la suite des grands débats, Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy. En attendant, Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on revient sur le meeting d'Emmanuel Macron à Marseille en demi-teinte en termes de mobilisation, mais une teinte, on le disait tout à l'heure, il avait choisi du vert, évidemment, comme peinture, et écolo revendiqué la main sur le cœur. Oui. Alors Emmanuel Macron affiche une ambition écologique nouvelle. C'est un tournant, c'est un virage, c'est une mue, c'est un cap, c'est une péninsule verte. Il l'a dit lors de son meeting de Marseille samedi. Alors le président candidat n'avait pas de mots assez verts pour développer ses intentions de faire de la France, je le cite, une grande nation écologique. Macron veut que la France soit le premier
pays à sortir des énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon, et jure à qui veut l'entendre d'aller 2 fois plus vite pour réduire les gaz à effet de serre. Macron réélu s'est promis, ce serait un Premier ministre New Look en charge de l'écologie qui piloterait directement la question, verte donc, avec 2 adjoints ministres forts, l'un en charge de la planification écologique territoriale, avec les élus locaux bien sûr, et l'autre de la planification énergique, fermez le banc. Bon, vous utilisez le terme planification, c'est Mélenchon qui l'avait utilisé aussi le plus souvent pendant la campagne du premier tour. Hein. Oui, vous avez raison. Ce terme de planification, ou même un autre terme, l'avenir en commun, utilisé par Emmanuel Macron samedi, c'est du Jean-Luc Mélenchon dans le texte, comme d'ailleurs l'objectif de rénovation thermique de 700 000 logements par an sur toute la durée de son quinquennat, de son nouveau quinquennat éventuel, c'est une proposition, de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, alors, ne va pas jusqu'à parler de décroissance ou de sortie du nucléaire, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Macron ne se contente plus de faire du pied à l'électorat du leader de la France insoumise. Macron enlace, Macron embrasse presque tout le programme écolo-mélenchoniste. Et ce ripollinage en vert, est-ce que c'est une posture électoraliste selon vous ? Vous répondez déjà un peu à la question, mon cher Patrick. Oui, objectivement, ce programme écolo est sans doute purement électoraliste, même si évidemment la question du climat est évidemment centrale dans la tête d'Emmanuel Macron. Purement électoraliste, car en 5 ans de quinquennat, il a souvent reculé le président sur l'écologie. Par exemple, il a enlevé, sous la pression de la rue et des gilets jaunes, c'est vrai, il a enlevé, vous en souvenez, la fameuse taxe carbone qui, au-delà d'un impôt supplémentaire, était censée amorcer la transition, justement, écologique. Au rang des échecs cuisants sur cette question écologique, souvenez-vous de la démission en 2018 de Nicolas Hulot, alors numéro 3 du gouvernement, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Hulot avait claqué la porte, sans prévenir d'ailleurs Emmanuel Macron. Cette démission avait fait tâche et pollué l'image écolo de Macron Ier. Hulot avait dit en partant qu'il en avait marre de mentir sur la question écologique, rien que ça. Mais là, c'est juré et promis, Patrick. Emmanuel Macron, s'il est réélu, sera plus vert que vert. Il est largement en tête, c'est vrai, dans les sondages. Il y avait la chasse aux œufs de Pâques ce week-end. Il y a la pêche aux voix, en tout cas jusqu'à dimanche prochain, qu'on se le dise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut avoir une influence en fait sur le choix définitif pour le second tour ? Elisabeth Lévy, Lydia Guirousse et Éric Revel toujours avec nous. Et puis les auditeurs dans un instant. Un petit mot, Elisabeth, oui. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils entendent Emmanuel Macron, si vous voulez faire tout ce que vient de faire le racolage dont Éric vient de nous parler, si vous voulez, eux, ils se disent pas, c'est juste pour parler, ils se disent, ça va encore être notre fête. C'est-à-dire, le problème dans ce pays, si vous voulez, c'est que l'écologie est un truc d'urbain, bobo, qui n'ont pas besoin de leur bagnole, qui gagnent plutôt bien leur vie et qui peuvent consentir des sacrifices. Et paradoxalement, c'est pas du tout, enfin paradoxalement non, mais si vous voulez, quand vous faites 100 bornes par jour pour aller bosser, et etc., que vous avez du mal à vous chauffer, que c'est peut-être pas votre préoccupation première, voilà. Donc je crains que ce soit, et ça je le crains vraiment, parce que ça a été le début des Gilets jaunes, mais je crains qu'il y ait vraiment une fracture, que ça devienne, si vous voulez, un truc de riche, l'écologie. Oui, moi je pense qu'il y a une conscience de tout le monde, parce qu'on le voit aussi, la conscience elle passe déjà par le chéquier et la carte bleue quand on va faire le plein de l'essence. Donc on se dit que c'est de plus en plus cher et que pour aller travailler, ça coûte de plus en plus cher. Donc s'il y a d'autres solutions, tout le monde est preneur. Lydia Guirousse. L'écologie en fait concerne tout le monde, comme vous le dites, Patrick Roger, parce qu'effectivement on le voit dans le portefeuille, il y a 2 impasses. Il y a l'impasse de l'écologie punitive et il y a l'impasse de la décroissance qui est proposée. Et il faut absolument pas aller vers ces voies. Mais effectivement, Emmanuel Macron à Marseille a beaucoup parlé à l'électorat écologie. C'est l'électorat de gauche qui est quand même très marqué par ces questions-là, et notamment les jeunes qui avaient fait la marche sur le climat, qui étaient derrière Greta Thunberg et qui votent maintenant et qui veulent pas choisir pour beaucoup d'entre eux. Donc il essaye d'aller les chercher. Il a rappelé son bilan.
on s'en souvient presque plus, mais il y avait Brune Poirson qui était secrétaire d'État, qui avait mené toute une bataille contre le plastique. Donc il l'a rappelé. Et pour l'économie circulaire. Et pour l'économie circulaire. Donc il a quand même un bilan sur ces questions-là qu'on avait oubliées. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui a une sensibilité plutôt de droite, moi en regardant le meeting, je me suis dit, il repeint bien en vert et il parle beaucoup à la gauche. Donc c'est vrai qu'il doit là réussir à élargir, mais sans perdre ceux qui étaient déjà convaincus. C'est un grand écart qui peut être difficile, mais c'est le jeu du second tour. Il faut élargir, rassembler et puis amender son programme. Oui, Éric Revel. Le jeu du second tour, c'est de mentir en gros. Non, c'est pas de mentir, c'est de faire évoluer pour rassembler l'ensemble des Français. Tous les candidats le font, Elisabeth. Oui. Mais j'ai pas dit qu'elle le faisait. D'abord, il y en a plus que 2, donc. Tous les candidats l'ont toujours fait. Vous êtes une observatrice de la vie politique. Mais vous trouvez ça. Moi, si vous voulez, j'ai quand même un peu de mal que ce soit avec l'un ou avec l'autre, avec des promesses qui apparaissent ou qui disparaissent au gré de ce que demandent les électeurs. Et je pense que c'est une façon de faire de la politique, si vous voulez. Excusez-moi, quand Emmanuel Macron, puisqu'on parle de lui, arrive en disant la retraite ce sera pas 64, ce sera 63. On se dit mais je sais plus, c'est 65 et 64 pardon. Oui. Mais si vous voulez, il y a un petit problème quand même. Et c'est pas simplement, vous avez raison, ça n'est pas spécifique à Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'on a l'impression que pour être élu dans ce pays, il faut raconter des cracks. C'est pas des cracks que de faire évoluer un projet. Je comprends pas. Discuter, amender, essayer d'ajuster, c'est pas raconter des cracks, c'est essayer de le rendre le plus, qui parle le plus aux Français. Moi, je vois pas pourquoi c'est raconter des cracks pour les uns ou les autres. Pas du tout. Je pense que vous avez toutes les deux raisons. C'est-à-dire que d'un côté, quand on est au premier tour, là, on peut aller sur ses idées principales, et ensuite, quand on se retrouve à 2, quand on est à 12, on défend, et quand on se retrouve à 2, on rassemble au maximum pour essayer, mais avec une partie de promesses qui n'engagent que ceux qui les prononcent d'ailleurs. Éric Revel. Gouverne pas pour 20%. Écoutez, c'est pas une nouveauté malheureusement que il faille mettre sur la table des promesses auxquelles on croit ou on croit pas trop. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que l'abstention est tellement forte dans notre pays. C'est que malheureusement, à chaque élection présidentielle, on est confronté aux mêmes choses, aux mêmes promesses et aux mêmes désenchantements à mi-mandat ou à fin mandat. Mais si Emmanuel Macron est réélu, de toute façon, il n'aura pas attiré son bilan, puisqu'il ne pourra pas se représenter une troisième fois. Donc ça n'engage que ceux qui écoutent les promesses. Moi, ce que je note quand même dans son virage vert, c'est qu'il y a un truc qu'il peut faire en disant qu'il aura tenu ses promesses, c'est nommer un Premier ministre qui serait en charge directement du dossier écologique. Ça coûte pas 1 euro. Ça donnera l'impression qu'il met en œuvre, on verra ce qu'il y a derrière, une politique écologique. Et ça, c'est assez facile à tenir. Voilà. Maintenant, il faut peut-être lui dire une chose, c'est que si il nomme un spécialiste de l'écologie ou quelqu'un qui a une sensibilité écologique forte, attention à ce que ça ne tourne pas au fiasco que je rappelais tout à l'heure avec Nicolas Hulot, qui avait quand même rang de ministre d'État. C'est vrai. Il était numéro 3 du gouvernement. Et lui, il est parti en claquant la porte, je le rappelais aussi tout à l'heure, sans prévenir Emmanuel Macron. Il l'avait fait sur une radio en annonçant qu'il démissionnait de son poste tellement qu'il en avait ras-le-bol d'avaler des couleuvres qui n'étaient pas vertes. Donc attention au retour de bâton, mais dans l'éventualité d'un second quinquennat d'Emmanuel Macron, qui lui demanderait des comptes au bout de ce quinquennat, pas grand monde. Et pourtant, c'est une question très sérieuse d'écologie. C'est valable. C'est valable dans les deux sens, bien sûr, aussi pour ce rassemblement. Marine Le Pen, c'est également la même chose. Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy, c'est-à-dire que, par exemple, sur le voile, elle change un tout petit peu, en fait, d'attitude, sur 2-3 autres questions également. Sur l'éolienne également, on dit on va revoir, on va peut-être pas tout démonter parce que ça va coûter trop cher. On comprend pas très bien ce qu'elle veut faire. C'est vrai. Sur la retraite, elle dit 62 ans. 62 ans. Mais si vous avez commencé à travailler à partir de 17 ans, ce qui veut dire que si vous avez commencé à travailler à 25 ans, c'est plus 62 ans. Il y a quand même quelque chose il y aura les annuités, bien sûr. Vous partirez peut-être à 62 ans, mais pas à taux plein. Et tout ça, ça passe. On ne le souligne pas, on ne le soulève pas. Et c'est quand même des éléments qui sont importants. Donc, sur son panier alimentaire, on ne sait pas de quel produit il s'agit. Et puis là, la fameuse proposition de 100 000 € prêts
prêt taux zéro pour les familles qui ont 3 enfants. Il faudrait pas rembourser. Donc en gros, c'est un cadeau de 100 000 euros pour les primo-accédants. On a déjà vu ça. Hein. Il y a déjà eu en fait. Sans rembourser. Ah non, alors il y a eu effectivement. On n'a jamais vu sans remboursement. Sans rembourser, je me demande si ça n'a pas existé, mais c'était pas à ce niveau-là. Peut-être 10 000 euros, mais pas 100 000 euros sans rembourser. Donc là, ça fait un peu le gros chèque gratuit. Elisabeth Lévy. Non, mais moi, je crois vraiment que la grande difficulté, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage fin du mois, fin du monde, si vous voulez. Et que si on suit le programme, Lydia l'a dit d'ailleurs, vous avez dit, il y avait 2 écueils, il y a la décroissance et l'écologie punitive. Si on suit le programme des écolos purs et durs, si vous voulez, on crée une guerre civile en France. On crée une telle crise sociale. Par exemple, sur le voile, le nucléaire. Ça on l'a vu. Mais et sur le voile, par exemple. Et Marine Le Pen, elle change aussi un peu. Moi, sur le voile, si vous voulez, j'ai toujours été opposé à la proposition consistant à interdire le voile dans l'espace public, parce que je veux vivre dans une société libérale. Et je pense que effectivement, elle a raison de la même façon, si vous voulez, elle a plutôt raison de l'enlever de son programme ou d'évoluer là-dessus. Et Emmanuel Macron a plutôt tort, si vous voulez, de célébrer ça comme le Conseil de l'Europe, vous savez. Le voile, c'est la liberté. Elle le fait pas voyons. Peu tard. Mais attendez, pardon, je finis. Je pense qu'on se trompe d'arguments sur le voile. C'est-à-dire, moi, j'en ai ras-le-bol de cet argument. Elles sont libres, elles sont pas libres, elles le font pour elles. Je m'en fiche, si vous voulez. Le problème du voile n'est pas c'est les femmes musulmanes, qu'elles le portent ou pas, si vous voulez, effectivement, c'est leur conception de la liberté, ça les regarde. En revanche, pour moi, c'est contraire aux mœurs françaises. Et donc, il me pose un problème. Je ne souhaite pas l'interdire dans l'espace public pour autant, mais je tiens à pouvoir le critiquer, à pouvoir rappeler que c'est un outil identitaire, un étendard islamiste inventé par les frères musulmans. Et donc, je veux pouvoir le désapprouver sans l'interdire. Oui, voilà. Allez, 0826 300 300. Qui est avec nous? C'est Isabelle qui nous appelle de Gironde. Bonjour Isabelle. Pardon, on vous a fait un peu tarder, mais la discussion a été plus longue que prévu. Isabelle, bonjour. Oui, bonjour, merci de me faire passer à votre antenne. Oui. Tout ce que j'entends forcément, c'est par rapport à ce que je voulais évoquer. Je voulais juste dire que je trouve que globalement, les gens sont plutôt amnésiques par rapport aux 5 années passées avec Macron. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on ne parle absolument plus. Enfin bon, ça a démarré avec l'affaire Benalla. Il y a eu McKinsey. On n'en parle plus. Il a quand même emmerdé une partie des Français. Entre guillemets, emmerdé, oui, bien sûr. Mais qui, pour un chef d'État, je trouve ça quand même très, 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 très grave. Il a mis au banc de la société plusieurs millions de personnes qui avaient fait le choix de ne pas se vacciner. Donc ça, voilà, visiblement, ça choquait pas non plus la grande majorité des gens. Donc voilà, les gens ont l'impression que tout ça c'est oublié. Maintenant, il fait des grandes promesses. Bon, forcément, il promet la Lune, alors que il avait 5 ans pour mettre en pratique tout ça. Il a quand même démantelé la santé. Enfin, ses prédécesseurs avaient commencé. Lui, il a largement fini en pleine crise de Covid. Il continuait quand même à fermer des lits. Ils ont mis des soignants dehors. Et ça, c'est pareil. Les soignants qui sont dans une précarité, et qui ont été mis dehors, qui sont dans une précarité de fou, on n'en parle plus. Est-ce que, Isabelle, vous avez raison de dire qu'il ne faut pas tout oublier, bien sûr, et puis se porter uniquement vers l'avenir. Mais regardez ce qui a été fait. Est-ce que vous avez fait votre choix, vous, Isabelle ? Alors, moi, c'est sûr qu'il ne sera pas Macron. Alors ça, c'est certain. Moi, j'ai toujours... Mais vous hésitez encore. Vous hésitez encore. Alors, j'hésite encore. C'est vrai que voter Le Pen, franchement, c'est quelque chose qui serait compliqué pour moi. Mais tout au fond, je me demande si je vais quand même pas voter pour elle, parce que elle, on la diabolise. Et
Et Macron, c'est un diable caché. Donc pour moi, c'est exactement la même chose. Voilà, on la diabolise et lui, il se cache. Donc c'est pas mieux. Merci Isabelle d'avoir appelé au 0826 300 300. Vous pouvez continuer d'appeler et de réagir à notre débat qui va suivre. La vérité en face. Merci Elisabeth Lévy, Éric Revel et Lydia Guérousse. Dans un instant, notre grand débat, la vérité en face jusqu'à 10h. Cécile. Oui, le grand débat sur les programmes avec Laure Lavalette qui sera avec nous, porte-parole du Rassemblement national et conseillère régionale en PACA, et Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche de la Creuse et porte-parole de En Marche. Et vos appels comme chaque matin 0826 300 300. À tout de suite.